Le roi dans la voiture. Les secrets que Richard III a emportés dans sa tombe sont révélés, ainsi que son lieu de sépulture. En 2014, un test ADN a prouvé que le squelette sous le parking était bien celui du roi Richard III. L'ADN nous le révèle. En analysant le chromosome Y, j'ai constaté qu'il n'existait aucun lien entre Richard III et ses parents par lignée masculine encore vivants aujourd'hui. Mais un second test, portant sur le chromosome Y masculin, s'est révélé négatif. Il y avait une incompatibilité totale. Cela laissait présager un énorme scandale, mais on a prétendu qu'il s'agissait d'un mystère non résolu. Ah oui, c'est ça. De nouvelles découvertes datant de 2025 ont levé le voile sur ce mystère, révélant que la découverte initiale était encore plus inquiétante que quiconque n'avait osé l'admettre. La vérité n'est pas qu'une simple infidélité. C'est un mensonge qui a façonné des siècles de pouvoir royal. Le miracle de Leicester. On croirait entendre le début d'une mauvaise plaisanterie, un roi enterré sous un parking. Pendant 527 ans, l'histoire du roi Richard III s'est arrêtée là. Il fut le dernier roi d'Angleterre à périr sur le champ de bataille, tué à la bataille de Bosworth en 1485. Il fut le dernier roi de la dynastie Plantagenet et sa mort marqua la fin des brutales guerres des guerres des Deux Roses qui durèrent des décennies. Ses ennemis victorieux, les précepteurs, menés par le nouveau roi Henri VIII, voulurent de faire de lui un exemple. Ils firent défiler son corps, nu, porté sur un cheval, dans les rues de Leicester. C'était l'humiliation suprême, un message pour toute l'Angleterre. Cette dynastie était finie. Après cela, il reçut une sépulture simple dans une tombe modeste de l'église des Frères Gris. Mais voilà le hic. L'histoire continue. Quelques décennies plus tard, lors de la Réforme, l'église fut démolie et ses pierres emportées. Les terres furent vendues, bétonnées et réaménagées. En quelques générations, l'emplacement exact de la tombe du roi fut perdu. Elle disparut tout simplement. Des légendes virent le jour, prétendant que ses ossements avaient été exhumés par une foule et jetés dans la rivière voisine. Il était, à toutes fins utiles, complètement oublié de l'histoire. On se souvient surtout de Richard comme du monstre difforme et malfaisant de la célèbre pièce de Shakespeare. Du moins, jusqu'à ce qu'une scénariste nommée Philippa Langley ait une intuition. Elle se passionna pour Richard, non pas comme le monstre, mais comme l'homme. Elle pensait que les récits historiques n'étaient que propagande. Elle passa des années à étudier de vieilles cartes poussiéreuses, essayant de superposer l'ancienne ville de Leicester à la ville moderne. Ses recherches la menaient invariablement vers un endroit des plus indignes, un parking municipal en asphalte terne. Cela paraît fou, n'est-ce pas? Tout le monde pensait que c'était un fantasme, une perte de temps et d'argent. On lui répétait sans cesse qu'il était dans la rivière, que sa tombe avait été détruite, qu'elle poursuivait un fantôme, mais elle a convaincu l'université de Leicester de tenter le coup. En août 2012, les fouilles ont commencé. Ils ont creusé une tranchée nette d'environ 1,8 mètres de large et 15 mètres de long à travers l'asphalte, jusqu'à atteindre l'argile dure en dessous. Les médias ont qualifié l'opération de vaine tentative. Mais dès le premier jour, ils ont découvert des ossements de jambes humaines. Un début spectaculaire, certes, mais cela aurait pu être n'importe qui. Après tout, il s'agissait d'un cimetière paroissial. L'équipe a soigneusement et patiemment dégagé des siècles de terre, et une histoire a commencé à émerger du sol. Le squelette, officiellement nommé Squelette 1, a été trouvé dans une tombe grossièrement creusée et, tenez-vous bien, trop basse pour le corps. La tête se trouvait donc dans une position inconfortable, calée contre le sol. Ce n'était forcément pas les funérailles d'un monarque aimé. C'était l'œuvre hâtive et irrespectueuse de ses ennemis. Le squelette appartenait à un homme d'une trentaine d'années. Richard avait 32 ans lorsqu'il trouva la mort. Ses os étaient criblés de blessures, 10 au total, dont 8 au crâne. Il ne s'agissait pas d'une flèche tirée au hasard. Cela laissait présager une attaque personnelle brutale après que son casque eût été perdu ou arraché dans la confusion du combat. 2 de ses blessures à la tête étaient profondes et auraient été fatales.
L'une était un traumatisme crânien violent à la base du crâne, probablement causé par une épée. L'autre était une perforation horrible causée par une hallebarde, une longue arme d'ast qui a traversé le sommet de son crâne. Il ne s'agissait pas simplement d'un homme mort au combat. Il s'agissait d'un roi encerclé, désarçonné et achevé dans une frénésie meurtrière. Mais la véritable révélation, le détail qui fit battre le cœur de l'archéologue à tout rompre, c'était la colonne vertébrale. Le squelette présentait une scoliose sévère, une affection appelée scoliose juvénile. Pendant des siècles, Richard III avait été dépeint, par la propagande de ses précepteurs, comme un crapaud venimeux. L'analyse osseuse a prouvé qu'il s'agissait d'une grossière exagération, mais d'une pathologie réelle. La courbure était si prononcée que son épaule droite était nettement plus haute que la gauche. Ce seul détail anatomique correspondait parfaitement aux descriptions historiques. L'analyse ultérieure des dents et des os, grâce à une technique appelée analyse isotopique, a révélé un régime alimentaire riche en fruits de mer, un type de nourriture coûteuse que seul un individu de haut rang pouvait s'offrir au 15e siècle. Tout convergeait vers une conclusion incroyable. Il l'avait retrouvé. Pourtant, il ne s'agissait que de solides indices. Pour en être absolument certain, il leur fallait une preuve plus convaincante, irréfutable. Il devait déchiffrer l'histoire inscrite dans son code génétique. Les os avaient révélé une histoire, mais son sang allait bientôt dévoiler un secret. L'alliance parfaite et la rupture impossible. Avec le squelette d'un roi potentiel gisant dans leur laboratoire, les scientifiques de l'université de Lancaster étaient confrontés à un défi de taille. Extraire de l'ADN. Inexploitable d'ossements enfouis depuis plus de 500 ans est une tâche incroyablement difficile. Et c'est un euphémisme. L'ADN ancien se dégrade avec le temps. Il se fragmente en minuscules morceaux, comme un vase précieux qui se brise sur un sol en béton. Pire encore, il est facilement contaminé par l'ADN. De toute personne le manipulant, une simple cellule de peau, un éternuement ou même un cheveu d'un archéologue. L'équipe, dirigée par la généticienne Turi King, a dû travailler dans des conditions stériles, en salle blanche. Vêtus d'équipements de protection complets, ils ressemblaient davantage à des astronautes qu'à des historiens. Ils ont soigneusement prélevé des échantillons dans une dent du roi et dans un os dense de la jambe, le fémur. Ce sont les meilleurs endroits pour trouver du matériel génétique préservé, à l'abri des intempéries. Leur objectif était simple. Trouver un parent vivant et vérifier la correspondance de l'ADN. Voici donc comment cela s'est passé. La majeure partie de notre ADN, celui qui détermine la couleur de nos yeux et notre taille, est brassé à chaque génération. C'est un mélange de l'ADN de nos parents et de leurs grands-parents. Il est donc inutile pour retracer une lignée précise sur des siècles. Mais il existe deux exceptions. La première est l'ADN mitochondrial, ou ADNMT. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que l'ADN mitochondrial, ADNMT, est transmis uniquement de la mère à ses enfants. L'ADNMT de votre père s'arrête à sa mort. Cela signifie que votre ADNMT est identique à celui de votre mère à celui de sa mère, et ainsi de suite. C'est une signature familiale parfaite, transmise par la lignée maternelle presque inchangée depuis des millénaires. Richard III n'eut pas d'enfant survivant. Son seul fils légitime était Édouard de Middlesex, mais Richard avait une sœur aînée, Anne d'York. Des généalogistes, sous la direction de l'historien John Ashdown Hill, ont mené pendant des années un travail de recherche historique colossal. Ils ont retracé la lignée maternelle d'Anne d'York, de sa fille à sa petite-fille, et ainsi de suite sur 17 générations. De nos jours, ils ont finalement retrouvé deux descendants vivants. L'un était Michael Ibson, un ébéniste d'origine canadienne installé à Londres. L'autre était Wendy Daldig, une cousine éloignée. Tous deux ont accepté de fournir un échantillon d'ADN par prélèvement buccal.
Le laboratoire a alors entrepris le travail minutieux d'extraction de l'ADN MTD, fragmenté du squelette vieux de 500 ans. Il leur a fallu reconstituer l'ADN mitochondrial, le purifier de toute contamination, puis le comparer à l'ADN MT moderne et purifié de Michael Ipson. Une fois les résultats obtenus, l'équipe a eu sa réponse. Une correspondance parfaite. L'ADN mitochondrial du squelette. Un était identique à celui de Michael Ipson. Le type spécifique d'ADN-MT qu'il partageait, connu sous le nom d'aplogroupe J, est en réalité très rare. On ne le trouve que chez une infime fraction de la population européenne. La probabilité qu'il s'agisse d'une coïncidence était infime. Les preuves archéologiques, les blessures des blessures de guerre, la scoliose et maintenant la preuve génétique. C'était une évidence. En février 2013, l'Université de Leicester a annoncé au monde entier que le squelette découvert sur le parking était bien celui du roi Richard III. Le mystère était résolu. Le monde entier exultait. Mais les scientifiques n'en avaient pas fini. Il leur restait un autre test à effectuer, et celui-ci allait tout bouleverser. Ils décidèrent d'étudier le second type d'ADN particulier, le chromosome IP. Il s'agit du fragment d'ADN transmis exclusivement de père en fils, tout comme l'ADN-MT est transmis de mère en enfant. C'est ce qui définit un homme comme un mâle, et cela constitue également une signature familiale paternelle. En théorie, le chromosome I de Richard III devrait correspondre à celui des autres hommes descendants de ses ancêtres en ligne masculine. L'équipe a retrouvé des parents en ligne masculine encore vivants d'Henry Somerset, le 5e duc de Beaufort. Ces hommes étaient des descendants connus et documentés du roi Édouard III, l'arrière-arrière-grand-père de Richard. Si les chromosomes lui avaient moins correspondu, cela aurait constitué la dernière et précieuse pièce du puzzle. Les échantillons ont été testés, les données analysées, et le résultat fut une discordance totale à 100%. Il n'y avait absolument aucune correspondance. La lignée paternelle du roi était rompue. Quelque part dans les 19 générations qui séparent Richard III de ses parents modernes, le père de quelqu'un n'était pas celui que les livres d'histoire racontent. Il ne s'agissait pas d'une simple anomalie génétique. C'était la preuve scientifique irréfutable d'un scandale royal occulte. L'ADN a démasqué un mensonge. Mais à quel moment de la lignée royale ce mensonge s'était-il produit? Le mensonge des Plantagenets. Les résultats de l'analyse du chromosome X ont provoqué un véritable séisme dans le monde de l'histoire. Ce n'était pas une simple incohérence, c'était une impossibilité génétique. L'ADN révélait un cas de fausse paternité, terme scientifique poli pour désigner une infidélité au sein de la famille royale. Ce que beaucoup ont négligé à l'époque, c'est que c'était pas de simples ragots de palais venus d'outre-tombe. Les conséquences étaient colossales. Toute la prétention des rois Plantagenets au trône, c'est pourquoi ils ont combattu et péri lors de la guerre des Deux Roses, reposait sur une lignée de succession ininterrompue de père en fils. Cette lignée, prétendait-il, était d'origine divine. L'analyse ADN prouvait que cette lignée, fondement même de leur pouvoir, n'était pas pure. Le plus choquant, c'est que cette découverte impliquait qu'à un moment donné, une noble avait eu un enfant hors mariage et que cet enfant avait été élevé comme un héritier légitime, bouleversant ainsi le cours de l'histoire anglaise. Alors, où la rupture s'est-elle produite? Telle était la question à plusieurs millions de dollars. Et c'est là que l'histoire se complique. La révision de notre titre provient de l'article de recherche de 2014, publié dans la prestigieuse revue Nature Communications, qui était des titres scientifiquement brillants. Mais face à cette découverte explosive, l'équipe a fait preuve d'une prudence extrême. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont présenté deux hypothèses principales. Première hypothèse. La rupture dans la lignée du chromosome I s'est produite après Richard III, donc quelque part au cours des 500 ans de la lignée des descendants de Somerset, les actuels ducs de Beaufort. C'était l'explication la plus sûre. Cela signifierait que la lignée de Richard était légitime, mais que l'un des Somerset, plus loin dans sa lignée, ne l'était pas.
Ce serait un scandale mineur pour une famille noble, mais cela ne réécrirait pas l'histoire de la couronne. Ce serait une simple note de bas de page historique. Mais il y avait une deuxième possibilité, explosive. La rupture de filiation avait eu lieu avant Richard III. Cela signifierait que Richard, ses frères, y compris le roi Édouard IV ou son père, n'étaient pas les fils biologiques de leur père supposé. Si cela s'avérait vrai, Richard III lui-même n'aurait aucun droit de sang légitime au trône pour lequel il a combattu et péri. Et tenez-vous bien, cela signifierait aussi que son frère, le roi Édouard IV, père des célèbres princes de la Tour, était lui aussi illégitime. Cela ferait de la guerre des deux roses un conflit brutal de 30 ans pour déterminer quelle famille possédait la véritable lignée. Une lutte fondée sur un mensonge génétique absolu. La maison d'York, qui revendiquait le trône grâce à cette lignée paternelle, se retrouverait sans aucun droit. L'équipe de 2014, dirigée par le docteur Tooking, a présenté les deux possibilités avec la même importance. Ils ont conclu que la cassure aurait pu se produire n'importe où au cours des 19 générations. Ils n'ont pas pu la localiser précisément. La science de l'époque n'était pas suffisamment avancée pour déterminer quel chromosome X était le chromosome plantaginé et lequel était celui de la cassure. En faisant preuve d'une telle prudence, ils ont de fait relativisé la portée de la découverte. Ils ont atténué le choc. Ils ont étouffé l'affaire. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette imprécision a permis au monde de se concentrer sur la bonne nouvelle. Nous avions trouvé le roi et l'incompatibilité du chromosome I était reléguée au rang d'anecdotes étranges et insolubles. C'était tout simplement trop explosif. Cela remettait en question la légitimité de toute la dynastie d'York et, par extension, celle des tuteurs qui lui a succédé. Les implications étaient si vastes, si troublantes, que la communauté scientifique a préféré ne pas s'en préoccuper. L'idée que la science moderne ait découvert un roi fascinait tout le monde. Mais on oubliait que cette même science avait aussi prouvé qu'il n'était pas roi. Du moins, pas selon les règles qui avaient régi sa vie et sa mort. En réalité, ces cas de fausse paternité sont fréquents. Les études génétiques modernes estiment qu'ils surviennent dans 1 à 2% des naissances par génération. Sur 500 ans et 19 générations, la probabilité qu'un tel événement se produise devient extrêmement élevée. Mais il ne s'agissait pas d'une famille ordinaire. C'était la famille royale, où la légitimité était primordiale. Cette découverte ajoute une savoureuse ironie à l'histoire de Richard. Sa propre prétention au trône reposait sur la déclaration d'illégitimité de ses neveux, les princes de la Tour. Et maintenant, son propre ADN révèle que tout le concept était vicié dès le départ. Pendant 10 ans, l'histoire n'en est resté là. La rumeur vieille de 500 ans est confirmée. Pendant une décennie, le scandale royal a été l'affaire non résolue la plus médiatisée de l'histoire. Les données étaient là, une bombe à retardement, attendant simplement que la technologie suive le rythme. Et en 2025, ce fut enfin le cas. Une nouvelle équipe indépendante de l'Université de Leicester, en collaboration avec des généticiens de Harvard et de l'Institut Max Planck, a lancé le projet de réanalyse génomique de la lignée royale. Il ne s'agissait pas simplement de réexaminer les os de Richard. L'objectif était de localiser la fracture une fois pour toutes. La technologie employée relevait de la science-fiction comparée à celle de 2014. Ils ont utilisé de nouvelles méthodes de séquençage à longue chaîne, LRS, capables de lire de vastes brins d'ADN intacts, au lieu des minuscules fragments fragmentés d'antan. Ils ont également eu recours à une analyse protéomique avancée, qui étudie les protéines anciennes présentes dans les os, et à une nouvelle cartographie épigénétique permettant de révéler des caractéristiques acquises tout au long de la vie d'une personne. Voilà le problème. La nouvelle équipe avait besoin de plus de données. Le chromosome I de Richard était X. Celui du Somerset actuel était lui, ils étaient différents. L'équipe initiale ignorait quelle lignée était la véritable lignée plantaginate. Pour résoudre ce problème, la nouvelle équipe avait besoin d'un autre parent masculin ancien et incontestable. Il leur fallait un échantillon témoin. Ils obtinrent l'autorisation de l'abbaye de Westminster de prélever un minuscule échantillon microscopique sur le tombeau de Jean de Gand, duc de Lancastre. Jean de Gand était le fils du roi Édouard III et l'oncle de Richard II. Point crucial, il vécut et mourut
avant que la rupture présumée dans la lignée ne puisse se produire. Son ADN serait la pierre de Rosette. L'équipe mena également une analyse beaucoup plus approfondie et complexe sur les descendants vivants de la famille Somerset, retraçant leurs chromosomes I génération après génération à la recherche du moindre signe de rupture. Les résultats sont tombés et ils ont fait l'effet d'une bombe. Tout d'abord, l'analyse approfondie de la famille Somerset actuelle a prouvé avec une certitude de 99,9% que leur lignée de chromosomes I était ininterrompue depuis le 15e siècle. Cela rendait la première possibilité, l'explication la plus probable, quasiment impossible. La rupture ne se situait pas dans leur branche familiale. Ensuite, l'équipe a testé le nouvel échantillon ancien de Jean de Gand. L'ordinateur a traité les données et, tenez-vous bien, son chromosome I correspondait parfaitement à celui des Somerset actuels. Le plus incroyable, c'est que cette preuve était irréfutable. Elle démontrait que la lignée de Somerset était la véritable lignée masculine originelle des Plantagenets. Par conséquent, le chromosome I différent, celui qui ne correspondait pas, était celui de Richard III. La rupture devait nécessairement avoir eu lieu dans son arbre généalogique direct. La nouvelle étude de 2025 ne s'est pas contentée de le suggérer, elle l'a prouvé. Cette affaire de fausse paternité s'est produite entre le grand-père de Richard, comte de Cambridge, et Richard lui-même. Tous les regards se sont alors braqués sur une seule personne. Richard, duc d'York, le père de Richard III. Et soudain, une rumeur vieille de 500 ans a trouvé son explication. Pendant la guerre des Deux Roses, les ennemis de la maison d'York ont répandu une rumeur malveillante. Ils prétendaient que Richard, duc d'York, n'était pas le fils du comte de Cambridge. Ils prétendaient que sa mère, Cecily Neville, avait eu une liaison pendant que son mari était à la guerre. Ils ont même cité le nom du père présumé, un bel archer anglais nommé Blorn. À l'époque, on avait balayé ces allégations d'un revers de main, les qualifiant de manœuvres politiques. On les considérait comme une simple histoire diffamatoire destinée à discréditer les affirmations des partisans de York. Mais l'analyse ADN de 2025 prouve que cette rumeur était très probablement fondée. Richard, duc d'York, celui qui déclencha la guerre des Deux Roses en prétendant d'avoir un sang plus pur que celui des rois, était illégitime. Cela bouleverse l'histoire de bien des rois. Cela redéfinit toute une dynastie. C'est la fin d'une lignée. Alors, parlons-en franchement, sans jargon académique complexe ni langage scolaire poussiéreux. Prenons le temps, Thomas, d'analyser ce que cela signifie. Car si vous regardez cette vidéo, vous vous posez probablement les mêmes questions que nous. Est-ce que simplement de la spéculation, un simple scénario hypothétique? Ce changement est-il survenu du jour au lendemain? Avons-nous omis un détail crucial? Vous vous demandez sans doute s'il ne s'agit pas d'une énième théorie du complot concoctée sur un forum Internet tard dans la nuit. Le fait est que ce n'est plus de la spéculation. Et c'est là le plus terrifiant. L'étude de 2025 qui a été publiée n'était ni une théorie, ni une suggestion, ni une simple possibilité. Il s'agissait de données génétiques brutes, implacables et sans équivoque. C'est la vérité ultime, sans phare. C'est la vérité si troublante, si bouleversante, que l'étude de 2014 a dû l'éluder. Vous vous souvenez qu'en 2014, lors de la découverte du corps de Richard III, les scientifiques avaient évoqué une complication. Ils avaient noté une interruption dans la lignée du chromosome I. Ils avaient présenté cela comme une simple erreur administrative, une faute de frappe généalogique oubliée. Ils avaient suggéré que cela aurait pu se produire à n'importe quel moment parmi les 19 générations. Ils avaient rendu la chose acceptable. Ils l'avaient minimisée. Mais l'étude de 2025, c'était la version non censurée. C'était la version du réalisateur. C'était la version qu'il n'osait même pas publier il y a 10 ans. Cette étude n'a pas seulement mis en évidence une rupture, elle l'a précisément localisée. Et ses implications sont stupéfiantes. Il ne s'agit pas simplement de réécrire une ligne dans un livre d'histoire. Ils réduisent le livre en miettes. Le mensonge qui a bâti une dynastie. Voici la révélation fracassante. C'est clair et net. Les données de 2025 prouvent sans l'ombre d'un doute que Richard,
duc d'York, l'homme qui a déclenché la guerre des deux roses, le père de deux rois, n'était-il pas le fils de son prétendu père, Richard de Königsberg, comte de Cambridge? Génétiquement, ils sont étrangers l'un à l'autre. Cela signifie que Richard, duc d'York, patriarche de toute la dynastie des York, était illégitime. Sa mère, Cecily Neville, était enceinte d'un enfant qui n'était pas celui de son mari. Il pourrait être le fils d'un archer fantôme, d'un cordonnier anonyme ou d'un soldat de passage. Nous ne saurons jamais qui était le père biologique. Nous savons seulement qui ce n'était pas. Et si le duc d'York n'avait aucun droit au trône, qu'en est-il de ses enfants? Cela signifie que son fils, le roi Édouard IV, ce beau, populaire et charismatique roi guerrier qui s'est jeté dans la bataille et a conquis le trône, n'avait absolument aucun droit génétique à celui-ci. Aucun. Aucun. Cela signifie que les fils d'Édouard, les princes tragiques de la Tour, ces deux petits garçons enfermés et disparus de l'histoire, étaient, d'un point de vue purement génétique et légal, des héritiers illégitimes. Et cela signifie que notre homme, Richard III, l'autre fils du duc d'York, celui qui s'est emparé de la couronne en déclarant, comme chacun sait, que ses neveux, les princes, étaient illégitimes, était lui aussi illégitime. Toute la maison d'York, la faction de la Rose Blanche qui mena une guerre de 30 ans, reposait sur un mensonge génétique fondamental. Une guerre de 30 ans qui déchira l'Angleterre. Un conflit si brutal qu'il fit des dizaines de milliers de morts. Une guerre qui vit des familles nobles entières rayées de la carte. Une guerre menée dans la boue et le sang de champs de bataille comme Touton, où l'on dit que plus d'hommes périrent en une seule journée que dans n'importe quelle autre bataille anglaise. Tout cela pour rien. Il s'agissait d'une querelle familiale brutale et sanglante entre deux branches, les Lancastre et les York, pour déterminer laquelle avait la véritable prétention au trône. Et ces nouvelles données confirment que les York n'avaient aucune prétention. Voici la découverte troublante qui a été si délicatement révisée en 2014. Ce n'était pas une simple brèche fortuite. C'était la brèche, celle qui comptait le plus, celle qui a discrédité tout un chapitre de l'histoire. Et maintenant, cette découverte de 2025 ne se contente pas de clore une affaire. Elle ouvre grand la porte à des théories encore plus extravagantes et terrifiantes. Historiens et chercheurs sont désormais contraints de se poser de nouvelles questions hypothétiques. Ces questions, dignes d'un feuilleton, sont pourtant d'une plausibilité terrifiante. Et si la mère de Richard, duc d'York, la célèbre et pieuse Cecily Neville, la Rose de Raby, savait que son fils était illégitime? Selon la version officielle, son époux, le comte de Cambridge, était en campagne lorsqu'elle donna naissance, comme par hasard, à un fils en pleine santé, Richard. Mais si tout cela n'était qu'une supercherie préméditée, et si elle avait entièrement simulé la naissance? Ces nouvelles données transforment une théorie marginale, celle du Bézinet paysan, en une hypothèse désormais courante. Et si son mari était absent et que, désespérée d'assurer la descendance de son époux, et surtout son propre pouvoir et sa survie, elle avait tout simplement eu un enfant? Et si elle avait échangé un bébé en bonne santé, issu d'une famille de paysans ou de serviteurs, l'avait fait passer pour le sien et l'avait élevé comme héritier? Dans cette version, Cecily Neville n'est ni une victime passive du destin, ni une simple adultère. C'est une stratège politique redoutable, une Cersei Lannister du Moyen-Âge qui avait compris que dans le jeu des trônes, soit on gagne, soit on est éliminé. Ces nouveaux éléments dressent le portrait terrifiant d'une femme qui, par un simple mensonge désespéré, aurait pu déclencher toute la guerre. Et si le roi Édouard IV, le fils séduisant et coureur de jupons du duc d'York illégitime, était au courant? Et s'il savait, au fond de lui, que tout son pouvoir reposait sur du sable? Réfléchissez-y. Son propre frère, Richard III, affirma haut et fort qu'Édouard avait signé un contrat de mariage anticipé avec une autre femme, Lady Eleanor Butler, avant d'épouser la reine Elizabeth Woodville. C'était là le seul argument juridique de Richard pour s'emparer du trône. Il prétendait que ce contrat anticipé invalidait le mariage d'Édouard avec la reine, rendant ainsi leurs enfants, les princes de la Tour, illégitimes. Pendant des siècles, on a simplement cru qu'il s'agissait d'un mensonge odieux,
d'une calomnie inventée par Richard III pour justifier sa prise de pouvoir. Et si c'était vrai? Et si Édouard IV, sachant sa propre lignée sans valeur, cherchait désespérément à garantir les droits de ses enfants par tous les moyens? Et s'il était si inquiet de l'absence de droits de son père, qu'il aurait tenté de contracter une double alliance par mariage avec des familles puissantes pour lier sa lignée à quiconque possédait un sang légitime? Et si le précontrat n'était pas une erreur, mais un plan raté? Cela rééclaire tout le règne d'Édouard, ses fêtes débridées, son obsession pour son image publique. N'était-ce qu'une diversion charismatique, une mise en scène pour détourner l'attention des questions difficiles sur ses origines? Cette théorie suggère que son frère Richard n'a pas inventé l'histoire du précontrat. Il a simplement exploité un secret que toute la famille connaissait déjà. Ceci nous amène à la théorie la plus audacieuse et la plus folle de toutes, celle qui touche au mystère historique le plus célèbre, les princes de la Tour. Nous savons que Richard III monta sur le trône. Nous savons qu'il fit emprisonner ses neveux. Nous supposons qu'il ordonna leur expulsion. Mais pourquoi? La réponse la plus simple est le pouvoir. Mais et si la raison était plus profonde, bien plus machiavélique? Et si Richard III, le frère loyal, était le seul de la famille à ignorer ce grand secret? Imaginez ce scénario. Richard est le frère cadet dévoué et sérieux. Il idolâtre son glorieux frère aîné, Édouard. Il croit en la maison d'York. Il croit aux droits de son père. Puis, d'une manière ou d'une autre, une confession de sa mère Cécilie sur son lit de mort, une lettre cachée, une rumeur chuchotée par un conseiller de confiance. Il découvre que tout cela n'est que mensonge. Son père était illégitime. Son frère, le roi, était illégitime. Et maintenant, la couronne est sur le point de revenir au fils de son frère, fruit de l'arbre empoisonné. Ces nouvelles données génétiques laissent entrevoir la possibilité que Richard III n'était pas qu'un tyran assoiffé de pouvoir. C'était un homme dont la vision du monde, l'identité même, avait été anéantie. Et si l'élimination des princes n'était pas une simple prise de pouvoir? Et si c'était une tentative désespérée, paniquée, insensée de purifier la lignée, un acte de purification perverti? Il voyait ses neveux non comme des rivaux, mais comme la preuve vivante de la supercherie de sa famille. Il devait les effacer, non seulement pour accéder à la couronne, mais aussi pour réparer l'irréparable, pour effacer un mensonge proféré 50 ans avant même sa naissance. Selon cette théorie, la vérité révélée par l'ADN l'aurait rendu fou et poussé à l'impensable. Dès lors, si toute cette lignée était un mensonge, cela signifie-t-il que la famille royale actuelle, issue de cette lignée, n'a aucun droit? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ci-dessous. Pensez à aimer et à vous abonner.